La pose du torchis, un geste séculaire que l'homme accomplissait déjà dans les sociétés préhistoriques. C'est aussi le dernier stade de la restauration d'une maison à pans de bois, construction traditionnelle en pays d'Auge. La construction à pans de bois, gloire de l'architecture du Moyen-Âge et de la Renaissance, a fini, pour des motifs de sécurité, par être proscrite des villes. Ce mode de construction est cependant resté en usage dans de nombreuses campagnes jusqu'au XIXe siècle, époque où on l'abandonna là aussi, le jugeant méprisable et incompatible avec les notions de progrès. Bien qu'elle ne soit pas du tout une exclusivité de l'architecture du pays d'Auge, la construction à pans de bois en est devenue le symbole. En effet, pendant des siècles, elle a constitué le seul mode de construction pratiqué dans cette région dépourvue de ressources minérales suffisantes. Terre de transition entre la Haute et la Basse Normandie, le pays d'Auge, dans le département du Calvados, est une contrée de bocages, de haies, de chemins creux. En 1631, dans son Histoire générale de la Normandie, Gabriel Dumoulin le décrit ainsi. Le terroir d'Auge est humide et bas, et néanmoins un des plus riches de toute la province. Les coteaux et les closages qu'on y laboure ne portent pas assez de grains pour nourrir les habitants, mais la terre les récompense bien, car les herbages y sont si fertiles que 3 fois par an, on les peuple de bœufs qui s'y engraissent, et c'est une merveille de voir le grand nombre qu'on en tire pour la provision de Rouen et Paris. Les vaches y rendent tant de lait que l'été, la livre de beurre ne vaut que 2 sols, et la douzaine de fourmages, 5. Il y a si grande quantité de pommiers qu'un homme y fait quelquefois 200 ou 300 tonneaux de cidre, si agréable au goût qu'il répare aisément le défaut du vin, et transporté par les rivières de Dives et de Touques au Havre de Grâce, à Honfleur et à Rouen, apporte un très grand profit. 350 ans plus tard, l'élevage, la production de lait et la culture de la pomme restent les principales activités agricoles du bocage augeron. Comme un heureux pendant au maintien de ces traditions agricoles, on a entrepris depuis quelques décennies un important effort de réhabilitation de l'architecture rurale traditionnelle. La restauration des constructions anciennes permet de redécouvrir les traditions d'antan, de conserver des gestes et des techniques ancestrales, tout en revalorisant un patrimoine architectural issu des siècles passés. On a un pressoir là qui a plusieurs centaines d'années et avec le temps, les fondations ont lâché. Les temps, l'humidité, les fondations ont lâché. Et ce qui a entraîné les poteaux et les sols basses de plus de 30 cm à l'extérieur. Alors on a été obligé de rétailler le tout, de démonter les sous-bassements, de rétailler le tout et de rentrer le panneau des 30 cm qu'il était parti. Alors on a employé des vieux bois, on a rechangé les 3 sols qui étaient abîmés, on a changé les colombages qui étaient abîmés, quoi. Enfin, tout ce qui était abîmé, on a remis le panneau comme il devait être, comme il était dans le temps. On a restauré beaucoup de bâtiments avec ces problèmes-là. Donc, autrefois, ils ne faisaient pas de fondation, ils posaient des gros cailloux sur la terre, mais sur la longueur du temps, les cailloux s'enfoncent et donc ils nous donnent des problèmes pour le poids de la charpente, de la couverture, et qui fait bouger le colombage. Alors ici, le bois qui est ici, arrivé à ras du mur, donc il avait un faux d'aplomb de 40 cm, que les charpentiers ont tout redressé pour remettre à sa place d'origine. Donc on intervient quand le charpentier a mis tous les poteaux sur cale, donc des chaises, et c'est à ce moment-là qu'on refait toute notre maçonnerie de soubassement en premier, calage de poteaux, et puis plaquettes entre deux. Après on refait le torchis, donc on fait le latage, cloué au clou de cuivre, et on remet la terre entre deux.
on va commencer, c'est les travaux là. Une maison qui a environ 200 ans. Tout est à reprendre, hein. Les linteaux, tout ce qui est abîmé. En principe, c'est sous les fenêtres que c'est le plus souvent abîmé. Bon, les sols sont très souvent abîmés puisque c'est la pièce basse. Les parties hautes, on les trouve pas mal en principe, quoi. Et puis alors il y a les pieds de poteau qu'on greffe ou on change les poteaux, ça dépend l'état du poteau. On la remet dans son état original avec des boîtes de réemploi, des boîtes de récupération de bâtiments de même origine mais démontés, quoi, qui ne servent plus, et on récupère les bois pour refaire ces bois-là. Oui, alors la maison, on la voit quand même pas en trop bon état, il y a pas mal de pièces d'abîmées, mais enfin ça se refait bien. Le pressoir était plus abîmé que ça et on l'a remis en état. Et sur le pressoir, on n'a mis que des vieux bois. Apparemment, de loin, on croirait qu'il est neuf, alors que c'est tout bois de réemploi. Et la terre a été refaite à l'ancienne. Le principe de base de l'édification du bâtiment à pans de bois, tel que nous le connaissons, a été établi dès l'âge du fer, il y a près de 25 siècles. Les découvertes archéologiques révèlent que dès cette époque est apparue la méthode de construction d'une structure de bois reposant sur un soubassement maçonné. Un peu plus tard, apparaît le système d'assemblage des éléments de la structure par des tenons et des mortaises. Dès l'adoption de ces deux principes, la construction à pans de bois pourra affronter les siècles, son ossature étant isolée de l'humidité du sol et les différents éléments de sa structure pouvant être remplacés selon les besoins en démontant les assemblages. De nombreux spécimens issus des 4 siècles passés témoignent en Pays d'Auge de la solidité et de la longévité de la bâtisse à ossature de bois. Les constructions qui nous sont parvenues intactes peuvent être regroupées en 3 types. La simple chaumière, demeure d'un ouvrier agricole ou d'un petit artisan, ne comporte qu'un rez-de-chaussée surmonté d'un grenier. La ferme à bâtiments dispersés, répartis sur un herbage généralement planté de pommiers. Les diverses constructions, isolées les unes des autres pour prévenir la propagation d'éventuels incendies, abritent, outre l'habitation, les locaux d'exploitation, étables, écuries, pressoirs, celliers, fours à pain. Le manoir, demeure du propriétaire d'un fief qui n'est pas autorisé à construire un château avec tours et donjons. Cette construction rurale, où l'appartement des maîtres côtoie les bâtiments d'exploitation, est entourée de vastes étendues de prairies et de vergers. Parmi les bâtiments annexes du manoir, privilèges et marques distinctives des fiefs et terres seigneuriales, se trouve parfois le colombier. Ce symbole de l'aristocratie n'en est pas moins une source de revenus importants, car la chair des pigeonneaux est fort appréciée et entre largement dans la composition des menus. Les constructions rurales traditionnelles sont dispersées dans tout le pays d'Auge, au gré des points d'eau. Les bâtiments, souvent très isolés au milieu des prairies et des vergers, s'assimilent particulièrement bien au paysage. Cette intégration des bâtisses dans les sites qu'elles occupent, cette impression d'harmonie trouve son origine en partie dans les matériaux de construction utilisés, qui proviennent de leur voisinage. Le climat et l'usure du temps ne font que renforcer cette union. Les manoirs, les exploitations agricoles, les modestes logis, qui révèlent chacun le statut social et le mode de vie de leurs habitants respectifs, ont cependant des traits communs bien distincts. Ils reflètent tous un caractère propre à la région, un caractère issu de son sol, de son climat et de son histoire. L'ossature de la maison à pans de bois est constituée d'une charpente périphérique dépourvue d'éléments porteurs en son centre. Ce squelette, d'une relative légèreté, ne demande pas de véritable fondation. Il est simplement posé sur le soubassement.
l'ancrage de la construction étant assuré par le bloc maçonné de la cheminée. Jusqu'à la fin du XVIe siècle, le plan traditionnel de la chaumière ou du manoir sera marqué par une cheminée massive élevée au centre de la construction. La situation centrale de cette cheminée, commune aux deux pièces qui constituent l'étage, déterminera l'emplacement des accès à la maison qui seront situés aux deux extrémités de la façade. À la fin du XVIe siècle, un plan de construction radicalement différent va s'imposer. La massive cheminée centrale va être divisée pour se retrouver reportée aux deux extrémités de la maison sur les murs pignons. Dès lors, on accédera à l'habitation par une seule porte située au centre de la façade. Le soubassement sur lequel repose l'ossature de la construction est fait de gros blocs de pierre posés sous les poteaux, avec généralement une maçonnerie de cailloux ou de silex entre deux. Le rôle de ce soubassement est d'isoler le bois de l'humidité du sol et d'assurer l'assise de la demeure. La restauration du pan de bois, véritable puzzle de pièces enchevêtrées, nécessite parfois l'utilisation de méthodes assez radicales. Dans le cas de cette construction, les qualités de bois, les sols, les colombages étaient tellement défectueux que l'on a jugé préférable de tout démonter, c'est-à-dire de repérer ce qui était sur place, de le déchuiller, de le démonter et de ramener le tout à l'atelier, en atelier, et de travailler ce qu'on appelle sur épure, c'est-à-dire à plat dans l'atelier où on a replacé les façades, les cloisons, les sommiers. On les a replacés en atelier, on a remplacé les pièces en mauvais état, on a greffé les pièces dont une partie était encore en bon état et une était en mauvais état. On a rassemblé tout cela en atelier, repéré, chevillé, repéré, et après on a redémonté l'ensemble, pièce par pièce, et nous avons de nouveau transporté cette carcasse ici, que nous avons remontée sur place, là où elle était. Par contre, lorsque l'on a affaire à une construction dont des éléments de pan de bois ne sont pas en très bon état, mais qu'une partie tout de même est de qualité suffisante pour être conservée, à ce moment-là, on travaille sur place, on étaie la construction, on remplace les pièces en mauvais état, on greffe celles qui demandent à être restaurées en partie, et puis on laisse le maçon revenir derrière, refaire sa maçonnerie pour l'appui de nos poutres. Mais ce sont deux opérations très différentes qui sont jugées en fonction de l'état de la construction existante. L'architecture rurale augeronne est fortement marquée par l'esprit créatif des compagnons bâtisseurs. Le client exprime ses désirs et fournit le matériau nécessaire à la construction. Le bois disponible va donner la dimension, la forme de la bâtisse. Le riche propriétaire peut parfois se procurer du chêne de haute futaie généralement réservé à la construction navale. Le fermier ou le petit cultivateur peut, selon le droit d'usage, prélever un arbre ou deux dans le bois de village ou abattre des chênes de bocage pour faire ou refaire sa maison. Souvent, le charpentier n'a à disposition que du bois de réutilisation provenant du démontage de bâtiments qui n'ont plus d'utilité. Comme le mode de construction à pan de bois facilite les transformations, de très nombreuses bâtisses évoluent au fil des siècles. Pour répondre à une progression sociale ou à l'agrandissement des familles qui y habitent, certaines demeures s'étendent, conservant tout ou partie de la construction ancienne. D'autres sont remises au goût du jour et en partie incorporées dans une construction nouvelle. Certaines fermes, grâce au changement de conditions de leurs propriétaires, se transforment lentement en manoirs. Ainsi, de très nombreuses constructions échappent à toute classification rigide. Refus de création gratuite, l'édifice à pan de bois répond d'abord étroitement à l'usage qu'on entend en faire. Il dépend aussi du mode de vie de l'époque de sa construction, du goût et du talent de son bâtisseur, et des matériaux dont celui-ci dispose. Chaque bâtiment est ainsi particulier, mais l'édification de l'ossature principale de la construction est régie par certaines règles élaborées au fil des siècles par les générations de charpentiers.
Près de l'endroit où il va élever sa construction, le charpentier réunit le bois dont il dispose. Après avoir tracé au sol l'épure, le trait carré, il va tailler les différentes pièces qui composeront la charpente. Il superpose ensuite les pièces taillées sur l'épure dans la position qu'elles occuperont dans l'ouvrage une fois montées. Ceci lui permettra de repérer exactement les points de rencontre des pièces entre elles pour pouvoir préparer leurs assemblages. Comme l'ossature principale assure le support, la stabilité et l'indéformabilité de toute la construction, les différentes pièces de la charpente seront assemblées entre elles par des mortaises et des tenons qui, chevillés, transmettront les efforts. L'édifice que notre charpentier construit va nous permettre de distinguer les différents éléments d'une structure à pans de bois. Les poteaux d'angle qui reposent sur les grosses pierres de fondation. Les poteaux d'axe qui vont servir de support aux poutres qui porteront l'étage. Les poteaux de huisserie qui encadrent verticalement les ouvertures. Réunis aux poteaux formant un portique, les sommiers préviennent l'écartement des parois du bâtiment et servent de base à l'étage. Toujours d'une seule portée, la dimension de cette poutre limite la construction dans sa profondeur. Autres pièces horizontales, les sablières maintiennent l'écartement des poteaux. Les sablières basses, qui reposent sur le mur de soubassement, sont appelées des sols. Ne faisant pas partie de l'ossature principale, mais essentielle à l'indéformabilité de la construction, les écharpes forment des triangles entre les sablières et les poteaux et assurent le contreventement, c'est-à-dire la stabilité longitudinale des façades. C'est à l'intérieur des cadres déterminés par tous ces éléments que prend place l'armature secondaire composant le colombage. Les assemblages qui réunissent les pièces principales de la structure du pan de bois n'assurent pas simplement la liaison des pièces entre elles, mais les font aussi participer au support d'une partie du poids de l'édifice. Comme les charpentiers d'antan n'avaient guère confiance dans la stabilité des grosses pierres qui servent de base aux poteaux, ils ont imaginé un système d'assemblage par lequel, au moyen de deux embrèvements inversés, les sablières déchargent le poids qu'elles supportent sur les poteaux qui, eux, répartissent cette charge sur la maçonnerie du soubassement par l'intermédiaire des sols. Un très savant système qui démontre bien l'ingéniosité et le très haut degré de maîtrise atteint par les bâtisseurs du passé. On retrouve ces qualités chez les charpentiers qui, de nos jours, participent à la restauration de leur construction. Dans cette construction, nous n'avons pas pris le même procédé que la précédente, puisque l'examen et le diagnostic que l'on fait avant de prendre la décision de démonter ou ne pas démonter fait que nous examinons la qualité des pièces, nous examinons la qualité des assemblages, les modifications qu'il est nécessaire de faire pour adapter au nouvel aménagement de la construction. Et en fonction de cela, nous décidons si la construction est de qualité suffisante pour être conservée sur place et à ce moment-là restaurée sur place ou doit être démontée. Or, dans le cas présent, toute la partie gauche par rapport où je me situe était tout de même en qualité de bois relativement convenable. Nous avons par contre pris la décision de démonter la partie extrême droite car c'était une partie qui avait été construite de façon beaucoup plus récente, certainement dans la deuxième partie du 19e siècle, qui était avec des bois légers, de section, de faible section, avec des assemblages à la limite et qui avait beaucoup souffert des intempéries. Donc nous avons décidé de démonter la partie droite, de la réassembler de façon traditionnelle comme on a vu sur le précédent chantier, et pour le reste nous avons tout restauré sur place, c'est-à-dire que les remplacements de sol que nous avons dû faire ont été faits sur place. Dans ces cas-là, on procède à l'étaiement de la construction, on maintient les colombages qui sont au-dessus dans leur position, et puis on vient rapporter la sole en sous-œuvre, qui est un travail beaucoup plus délicat, si l'on peut dire, dans la mesure où il faut tout prendre les codes sur place, on ne travaille plus à l'aise sur une épure comme un atelier. Donc c'est un travail assez particulier, où d'ailleurs il faut une compétence de compagnon aussi affirmée pour faire ce travail-là que pour travailler en atelier.
Et en plus des travaux de façade, on a eu aussi à reprendre des travaux de structure, c'est-à-dire des poutres qui étaient en mauvais état. Et vous avez le cas ici d'une poutre qui était en mauvais état, donc sa section n'était plus suffisante pour supporter le plancher. Nous l'avons remplacée en totalité, en la réassemblant de façon tout à fait traditionnelle dans les poteaux d'axe. Et puis, une fois remis en place chevillé, nous avons l'impression que cette poutre a toujours été là. Pour restaurer une maison à colombage, pour lui redonner sa forme originelle, le charpentier retrouve les méthodes et les gestes des compagnons bâtisseurs du passé. Équipé de moyens modernes, il fait revivre des techniques ancestrales, traçage de l'épure, contre-jaugeage des bois, mise sur ligne, plombage, piquage, tâtonnage, chevillage à tir, ragassage. Tous ces procédés, développés par des générations d'artisans, constituent l'art de la charpenterie, un art qu'ils ont élevé à un très haut degré. En Pays d'Auge, la charpente des toitures, dont le poids est repris par l'ossature du pan de bois, est constituée de fermes, un assemblage triangulé assez complexe. La forme des fermes est en partie dictée par le climat, le toit devant avoir une forte pente pour évacuer rapidement des pluies abondantes. Dès le XVIe siècle, comme il devient nécessaire pour une certaine catégorie de paysans enrichis de stocker des récoltes importantes, la charpente des greniers est construite de manière à dégager au mieux l'espace utilisable. On accède à ces combles par un escalier situé à l'une des extrémités de la construction, abrité sous une avancée du toit que l'on appelle, selon les régions, un nez de veau, une queue de jet ou une croupe normande. On est dans le grenier à pommes du pressoir et la charpente est d'origine, elle est encore bonne. C'est-à-dire que ça a dû être entretenu en couverture et la charpente n'a pas bougé. En bas, il y a une sablière qui est sur le mur. Et puis il y a l'arbalétrier là. Comme il fait le rond, ils lui ont mis un blocher pour aller rejoindre la sablière. Pour assembler pour tenir l'écartement de la sablière. Alors après, ils ont mis il y a une très grande jambe de force. Là, on appelle ça un entrée haut, un poinçon. Après, il y a un fêtage et un double fêtage. À la fin du XIXe siècle, l'ardoise ou la tuile plate ont remplacé le chaume de blé qui servait de couverture aux modestes demeures augeronnes. À travers les siècles, cette couverture traditionnelle du pan de bois avait assuré à peu de frais une parfaite isolation, mais de par sa nature, était souvent la proie des flammes, entraînant la ruine des bâtiments et de leurs occupants. Autre élément caractéristique de l'architecture régionale, l'épi de fêtage, en terre cuite vernissée, ornait les demeures soignées de la région. Il est très rare aujourd'hui d'en voir, si ce n'est dans les vitrines des musées. Construit selon le système à panneaux d'étage ou selon le système à portique, le pan de bois qui comporte plusieurs niveaux peut présenter une façade lisse ou une façade en encorbellement. Dans la construction à façade lisse, le type d'édification traditionnelle dans les campagnes, les poteaux ont pour longueur la hauteur totale de l'édifice. La construction en encorbellement présente, elle, une façade structurée par étage, où les poteaux ont pour longueur la hauteur de chaque étage. Par de savants assemblages, le bâtisseur crée une superposition d'étages en avancée les uns des autres, augmentant sensiblement le volume intérieur de la construction. Fort apprécié dans les villes dès le XVe siècle, ce procédé de construction y sera interdit à la suite de l'édit d'Orléans. Dans le Pays d'Auge, par goût, puisque ce n'est pas par manque de place, on bâtira parfois sur ce modèle jusqu'au XVIIIe siècle. Jean-Louis Champion, maître charpentier, nous révèle les mystères d'un encorbellement. Ici, vous avez le poteau
de la partie basse du rez-de-chaussée, le poteau du rez-de-chaussée, avec ces différents assemblages. Nous avons un enfourchement accompagné d'un tenon, hein, dans lequel vient se loger une pièce qu'on appelle sablière haute du rez-de-chaussée. Nous avons le sommier, pièce maîtresse de l'édifice, enfin, qui relie la façade composant le pan de bois, c'est-à-dire la façade avant de la maison et la façade arrière. Bon, il faut dire que ce sont exclusivement dans les manoirs que l'on rencontre les encorbellements. Ce sommier, je ne vous ai pas montré, mais avait un décrochement par rapport à cet arasement-ci, un décrochement par rapport à la sablière, qui permet de pratiquer un assemblage qu'on appelle une queue d'aronde, hein, qui évite l'écartement des bois. Ensuite, l'entretoise. L'entretoise est une pièce horizontale qui permet de faire la jonction entre la sablière basse de l'étage et la sablière haute du rez-de-chaussée. Ces deux pièces que je viens de poser, en général sont, bon là il y a juste un chanfrein, mais elles sont en général moulurées et peuvent recevoir dans les extrémités une sculpture type rageur. Ensuite vient s'assembler, toujours avec une queue d'aronde, là on la voit très bien, dans le sommier, la sablière haute qui forme goutreau, c'est-à-dire que là c'est pas présenté, mais ici en général elle a une saillie, bon là on la voit, et est accompagnée d'un profil qui permet le renvoi d'eau entre la partie inférieure de l'ouvrage et la partie supérieure. Puis le poteau de la partie haute, qui lui, chose intéressante, a donc un tenon qui est repris dans la sablière et un autre tenon qui est pris dans le sommier avec, ici, ce qu'on appelle un ressaut, hein, qui permet d'avoir des assemblages plus solides. Et le tout étant accompagné dans la partie basse de colombage et également dans la partie haute. L'encorbellement, un très savant assemblage réalisé avec les moyens artisanaux disponibles au Moyen-Âge. Ce type de construction, imaginé pour augmenter les surfaces habitables dans les villes, reflète l'aisance du client du charpentier, mais exalte surtout la maîtrise du compagnon, lui permettant de faire une démonstration éclatante de son génie créatif. L'homme, dans son milieu naturel, aspire à la créativité, à la générosité, au don de soi. Il communie étroitement avec toute chose, dont l'architecture du Pays d'Auge en est un témoignage vivant. Voilà un bel exemple de la créativité et de la générosité des hommes et des charpentiers qui, dans les siècles précédents, nous ont laissé une empreinte due à leur savoir et à l'amour de leur métier. Éléments de remplissage, les pièces de bois du colombage composent une armature secondaire inscrite dans l'ossature principale du bâtiment. Elles servent de support aux ourdis qui constituent les murs de la construction. Les colombes, potelets et écharpes forment des motifs géométriques qui participent au charme des constructions augeronnes. Évoluant au fil des modes et des siècles, la disposition des éléments du colombage révèle les préoccupations esthétiques des bâtisseurs. Dans le Pays d'Auge, l'entrecolombage, appelé aussi les pagés, est rempli par un ourdi de torchis, de tuileaux ou de briques. Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle,
époque où s'établissent des briqueteries industrielles à travers les campagnes, la brique constitue un matériau de remplissage assez rare, puisque l'on bâtit traditionnellement avec des matériaux provenant du voisinage de la construction. Le tuileau est une petite tuile plate de réemploi ou de rebut de cuisson. Coupé aux dimensions voulues et maçonné à plat à l'intérieur des pagés, le tuileau, disposé selon des motifs géométriques variés, permet la réalisation d'élégants décors. Le torchis est le matériau de remplissage le plus commun dans les constructions augeronnes. Ce mélange de terre argileuse et de paille hachée a des caractéristiques physiques qui le rendent spécialement compatible avec l'ossature du pan de bois. Cohérent et relativement souple, il ne risque pas de se fissurer sous les déformations possibles du bois de la charpente. On retrouve certains torchis conservés intacts sur des édifices qui datent de plusieurs siècles. Le torchis est très économique pour le paysan bâtisseur qui peut généralement le préparer et le poser lui-même en mode filandreuse sur un lattage assez serré. La paille qui est incorporée à la terre argileuse va stabiliser un retrait excessif au moment du séchage. Le paysan bâtisseur n'étant plus là pour préparer le torchis de ses murs, une production mécanisée s'est développée pour répondre à la demande créée par la réhabilitation du pan de bois traditionnel. Dans ce climat, sujet aux caprices de l'Atlantique tout proche, on protège souvent le torchis par un enduit de chaux. Sur les façades les plus exposées au vent d'ouest, le pan de bois et son ourdi sont parfois mis à l'abri des éléments par un essentage de bardeaux de châtaignier. Les petites tuiles de bois coupées dans le sens des fibres sont fréquemment disposées de manière décorative. Parfois, l'essentage ne protège pas entièrement la façade, mais se termine par un petit auvent qui abrite des éléments le pan de bois laissé apparent. Les constructions plus modestes reçoivent, elles, un essentage d'ardoise, de tuiles plates ou de plaquettes de terre cuite clouées sur le colombage. Modeste grange, riche demeure, les constructions traditionnelles à colombage sont un témoignage vivant des siècles passés. En savants techniciens, en artistes accomplis, leurs bâtisseurs ont créé une architecture remarquable et attachante, chargée de traditions et de valeurs humaines. Ce patrimoine exceptionnel, pour qu'il demeure, doit être entretenu, restauré, compris, aimé. Quand les techniques, mais aussi l'esprit de création qui anima ces bâtisseurs sont respectés, la réhabilitation de cette architecture populaire lui permet de résister aux assauts du temps pour préserver la mémoire du passé.